Reuben Hurricane Carter était une force montante, un homme qui luttait pour sortir d'une enfance brutale et saisir sa chance de grandeur. Mais il n'a suffi que d'une seule nuit pour que tout ce pourquoi il s'était battu lui soit arraché. À partir de ce moment-là, le combat de sa vie ne serait plus contre un autre boxeur. Ce serait contre le système judiciaire américain, et il ne s'intéressait pas à ses ceintures ni à ses primes. Il s'en prenait à sa vie. Ce n'était pas seulement l'histoire de titres perdus ou de rêves brisés. C'était l'histoire d'une injustice si brutale qu'elle a coûté à un homme non seulement sa carrière, mais aussi 2 décennies de sa liberté. Et tout a commencé par un seul et cruel coup du destin. Le destin n'a pas été clément envers Reuben Carter. Il est né dans la misère et a eu une enfance difficile. Mais contre toute attente, il avait finalement réussi à devenir quelqu'un. Fascinant les fans avec un style féroce et sans compromis. Cela a fait de lui l'un des prétendants les plus électrisants du sport. Il avait les poings, la rage et l'avenir devant lui, mais sa carrière, qui s'annonçait prometteuse, a soudainement et prématurément pris fin, simplement parce qu'il était le mauvais homme noir, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui a suivi fut un combat contre un système judiciaire corrompu. Un adversaire infiniment plus coriace que tous ceux qu'il avait affrontés sur le ring, et ce combat allait durer près de 20 ans. Voici comment tout cela s'est déroulé. Il est 2h30 du matin. Le 17 juin 1966, 2 hommes noirs entrent dans le Lafayette Bar and Grill, réservé aux Blancs, à Paterson, dans le New Jersey. L'un d'eux est armé d'un fusil à pompe, l'autre d'un pistolet. Sans dire un mot, ils déchaînent l'enfer. Le barman, James Oliver, et un client, Fred Noyox, sont tués sur le coup. Une autre cliente, Hazel Tanis, est touchée par une balle et survit, s'accrochant à la vie pendant 1 mois pour finalement succomber à ses blessures et mourir à l'hôpital. Willie Marines, un autre client, est blessé par balle à la tête et perd un œil, mais survit malgré tout. En moins d'1 minute, les tireurs disparaissent dans la nuit et le chaos s'empare de Paterson. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Reuben Carter terminait une soirée dans un autre bar appelé The Night Spot. Accompagné d'un jeune homme nommé John Artis et d'un ivrogne bien connu du quartier, John Royster, Carter monta dans sa voiture pour rentrer chez lui chercher plus d'argent pour boire. Le plan était simple, prendre un peu d'argent et revenir au bar. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'ils roulaient, la police les a arrêtés. Ils ont reconnu Carter, qui leur était bien connu. Mais après quelques questions rapides, ils ont laissé le trio repartir. Mais seulement 30 minutes plus tard, après avoir déposé Royster et récupéré de l'argent chez Carter, ils furent de nouveau arrêtés. Mais cette fois, il n'y eut aucune conversation décontractée. Les policiers leur ordonnèrent de les suivre jusqu'au commissariat. De là, ils emmenèrent directement Carter et Artis à l'hôpital, où le survivant Willie Marines luttait encore pour sa vie. Mais lorsque Marines fut interrogé pour savoir si ces 2 hommes étaient ceux qui lui avaient tiré dessus, il secoua la tête. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Au lieu de cela, Carter et Artis ont été ramenés au poste et remis au détective Vincent de Simone, un homme qui ne cherchait pas la vérité. Il recherchait une condamnation. Le détective les a interrogés pendant 17 heures d'affilée, les harcelant, les menaçant, essayant de les faire taire. Il a poussé John Artis sans relâche, le poussant à se retourner contre Carter pour qu'il dise n'importe quoi qui pourrait rester. Mais Artis a refusé. Il est resté ferme, niant que Carter ait été impliqué, et après avoir réussi un test au détecteur de mensonges, les 2 hommes ont finalement été relâchés. Quiconque pensait que ce cauchemar était terminé n'avait aucune idée jusqu'où le système était prêt à aller. Marin, le survivant, n'était pas le seul témoin. Une femme nommée Patricia Patty Valentine, qui vivait au-dessus du bar, s'était précipitée à sa fenêtre après avoir entendu des coups de feu et avait rapporté avoir vu 2 hommes noirs sortir du bar, fonçant à toute vitesse dans une voiture blanche avec des feux arrière distinctifs de style papillon. Cette description correspondait à la voiture de location qu'Artis et Carter conduisaient. Le match était instable, mais cela a suffi pour que la police cherche un coupable. Et il ne cherchait pas très loin. Puis vint Alfred Bello. Selon son récit, il se rendait au bar pour acheter des cigarettes lorsque des coups de feu ont retenti.
Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un groupe de musique live, mais ce qu'il a vu ensuite a tout changé. 2 hommes noirs portant des armes s'enfuient du bar et disparaissent dans la nuit. Il s'est glissé dans une ruelle voisine. Puis, une fois la côte dégagée, il entra dans le bar et vit le bain de sang laissé derrière lui. Mais avant d'appeler la police, Bello fit autre chose d'abord. Il vida la caisse enregistreuse. Oui, ce genre de témoin. Bello s'est ensuite manifesté et a identifié Carter et Artis comme les hommes qu'il avait vus cette nuit-là. Mais voilà le problème, il n'a pas dit cela au début. En fait, ce n'est que 4 mois plus tard, après qu'une récompense de 10 000 $ a été offerte, que Bello et son complice, Arthur Bradley, se sont soudainement souvenus avoir vu Carter et Artis sur les lieux. Pratique, non? Et pourquoi étaient-ils même dans le coin? Parce qu'ils cambriolaient un entrepôt à proximité. Bello faisait le guet pendant que Bradley était à l'intérieur, en train de forcer le coffre. Mais quand les flics ont eu vent de leur histoire et du cambriolage, ils y ont vu une opportunité. Faire disparaître les charges en échange d'un témoignage. L'accord était clair. Dites que Carter et Artis l'ont fait et on fera disparaître vos problèmes. C'était de la corruption dans les règles et ça a marché. Carter et Artis ont de nouveau été arrêtés, cette fois accusés de triple homicide. Hazel Tanis, la 3e victime, venait de succomber à ses blessures et désormais tout le poids de la loi s'abattait brutalement. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit au jury. Les témoins oculaires étaient des criminels cherchant à obtenir des faveurs. La récompense en argent était un puissant moteur. Et les preuves étaient truffées de contradictions. Ce n'était pas la justice, c'était un coup monté. Et c'est là que les choses deviennent louches. 5 jours après leur première arrestation, une fouille de la voiture de location mise en fourrière a permis de trouver 2 cartouches non utilisées. Une balle de calibre 32, une balle de calibre correspondant au pistolet utilisé et une cartouche de fusil de chasse de calibre 12. Par hasard, elle correspondait au type d'arme utilisée lors des fusillades de Lafayette. Mais voici le plus surprenant, elle ne correspondait pas aux balles réellement retrouvées sur la scène du crime. Et encore plus suspect, ces munitions n'étaient pas là auparavant. Lors de la première fouille du véhicule, rien n'a été trouvé. Pas une cartouche, pas une douille, pas un morceau. Puis, miraculeusement, 5 jours plus tard, des balles apparaissent dans le coffre. Maintenant, posez-vous la question. Si ces munitions avaient vraiment été dans la voiture, pourquoi les policiers ne les ont-ils pas trouvées tout de suite? Des preuves fabriquées? C'est ce que beaucoup pensent. Et vu ce qui s'est passé d'autre dans cette affaire, ce n'est pas vraiment une théorie farfelue. Les policiers ont commis d'autres erreurs aussi. Par exemple, lorsque Carter et Artis ont été amenés pour la première fois, ils n'ont pas été soumis à des tests médico-légaux qui auraient pu confirmer ou infirmer la présence de résidus de poudre sur eux. Aucun test, aucun prélèvement, rien du tout. S'ils avaient été testés, cela aurait pu constituer la preuve la plus claire de leur culpabilité ou de leur innocence. L'excuse avancée était simplement qu'ils n'avaient pas le temps pour une affaire de triple homicide. Pourtant, rien de tout cela n'a ralenti le détective Vincent de Simone. Malgré les problèmes évidents avec les preuves, il semblait déterminé à obtenir leur condamnation et était prêt à mener cette affaire jusqu'au bout, peu importe la fragilité des éléments. L'affaire a donc été portée devant les tribunaux. Le jury, entièrement blanc. L'ambiance, chargée racialement. Reuben Carter et John Artis ont été reconnus coupables et condamnés chacun à 3 peines de prison à perpétuité. Artis a vu ses peines purgées simultanément, mais pour Carter, l'une devait être purgée en même temps et les 2 autres consécutivement, ce qui signifiait qu'il risquait désormais de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, tout cela pour un crime qu'il jurait ne pas avoir commis et pour lequel l'État ne disposait d'aucune preuve matérielle. Des témoins peu fiables et un mobile qui s'est effondré sous l'examen. Mais pourquoi la police, et de Simone en particulier, tenait-il tant à enfermer les 2 hommes malgré les failles évidentes du dossier? En un mot, la race. Rappelez-vous, c'était en 1966, seulement 1 an avant l'assassinat de Malcolm X. 1 an plus tard, Muhammad Ali serait déchu de ses titres pour avoir refusé d'être enrôlé dans l'armée pour combattre au Vietnam. Les tensions raciales étaient à leur comble et des émeutes éclataient dans tout le pays.
Des policiers blancs racistes en quête de pouvoir qui déversaient leur haine sur des hommes noirs innocents, ce n'était rien d'inhabituel. Et pour être honnête, ça ne l'est toujours pas. Mais pour eux, ce n'était pas seulement parce que Carter était un homme noir de plus. C'était parce qu'il était exactement le genre d'homme noir qu'ils redoutaient le plus. Dès son plus jeune âge, Carter n'avait pas été étranger au démêlé avec la justice. Lorsqu'il n'avait que 9 ans, son père, un homme à la discipline stricte, l'avait personnellement emmené à la police après l'avoir surpris en train de voler, mais pas avant de lui avoir administré une sévère correction. Carter était un jeune violent, souvent impliqué dans des bagarres, et il prenait un grand plaisir à passer à tabac les gens. À l'adolescence, il s'est retrouvé dans un centre de rééducation pour mineurs après avoir poignardé un homme, même s'il affirmait pour sa défense que l'homme avait tenté de l'agresser sexuellement. Et même là-bas, Carter était toujours quelqu'un qui savait se défendre. Il s'assurait que tout le monde sache avec qui il ne fallait pas chercher des ennuis. Mais son incarcération n'a pas duré longtemps, car il s'est évadé en passant par une fenêtre, a parcouru 80 km en 2 jours, puis s'est engagé dans l'armée pour partir à l'étranger. Et c'est là que la boxe est entrée en jeu. Selon une histoire, la première fois qu'il s'est présenté à la salle de boxe de l'armée, il était ivre et se vantait de pouvoir battre n'importe qui là-bas. Les entraîneurs se sont moqués de lui et lui ont dit de revenir sobre. Et effectivement, le lendemain, il a battu tout le monde sans véritable entraînement. Juste de l'agressivité brute, de la rapidité et de l'instinct. La boxe est devenue son exutoire. Et il avait un don naturel. Il a rapidement été renvoyé de l'armée après une série de problèmes disciplinaires qui l'ont conduit à passer en cour martiale à 4 reprises. De retour à la vie civile, il s'est vite retrouvé de nouveau derrière les barreaux, cette fois dans une prison pour adultes, purgeant une peine pour 2 agressions. Contrairement à l'école de redressement, il n'y avait cette fois aucune échappatoire. Reuben Carter a purgé l'intégralité de sa peine. Puis, il a disputé son premier combat en tant que boxeur professionnel. Le même mois, il est sorti libre, empochant une bourse de seulement $20. Carter a gravi les échelons avec un style explosif et spectaculaire qui a fait de lui le chouchou du public et lui a valu le surnom de Hurricane. En raison de sa tendance à remporter la plupart de ses combats par KO dès les premiers rounds. Les gens adoraient le regarder. Avec seulement 1,73 m, il était petit pour un poids moyen, mais il a combattu dans cette catégorie tout au long de sa carrière. Et sa puissance, son absence de peur et son crochet du gauche redoutable lui ont valu de nombreux admirateurs. Il a certes essuyé quelques défaites en chemin, mais l'un de ses plus grands moments sur le ring est survenu lors de son 22e combat lorsqu'il a battu le futur grand Emil Griffith par TKO au premier round. Griffith était ouvertement bisexuel et Carter l'a violemment provoqué, lui disant « Tu parles comme un champion, mais tu te bats comme une femme qui, au fond, veut être violée. » C'était un jeu risqué. Un autre boxeur avait déjà lancé des insultes homophobes similaires lors de la préparation de leur combat. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés sur le ring, Griffith avait tellement battu son adversaire que celui-ci est mort à l'hôpital 10 jours après leur affrontement. Mais Carter savait ce qu'il faisait. Il a réussi à énerver Griffith. Et quand ils se sont affrontés, Griffith est entré sur le ring en frappant avec rage. Ce qui a donné à Carter l'ouverture dont il avait besoin pour obtenir un nouvel arrêt précoce. Cela lui a permis d'être classé numéro 3 des prétendants par le magazine Ring, et il a ensuite eu la chance de disputer le titre des poids moyens contre le détenteur Joey Giardello. Ce fut le point culminant de sa carrière car, bien qu'il ait bien commencé, il n'a pas réussi à décrocher la victoire et a été devancé au point après que Giardello ait pris le contrôle dans les derniers rounds. À partir de là, il a continué à se battre, remportant certains combats et en perdant d'autres. Mais l'élan était perdu et la remontée vers le sommet semblait de plus en plus difficile à chaque étape. Puis vint la nuit qui changea tout. Au moment de la fusillade de Lafayette, Carter était devenu tout ce que l'establishment blanc redoutait dans la communauté noire. Il était couronné de succès, bruyant, fier. Il était un symbole, une menace. Il méprisait ouvertement la police et le sentiment était réciproque. Selon ses propres mots, l'Amérique blanche raciste le voyait comme un sauvage hautement entraîné.
Lorsque le massacre du bar Lafayette a eu lieu, il leur fallait un coupable, et Reuben Carter était déjà coupable à leurs yeux. Il était fort, il était en colère, il était noir sans compromis. Alors, quand ils ont vu l'occasion de le faire disparaître, ils ont saisi l'opportunité, coupable ou innocent. À son arrivée en prison, il a été décrit sur sa fiche d'admission comme hostile et agressif, manipulateur et violent, et il a rapidement informé les gardiens qu'il ne travaillerait pas, ne porterait pas l'uniforme de prison et ne mangerait pas la nourriture de la prison. Il leur a aussi dit que si l'un d'eux posait la main sur lui, il valait mieux qu'il termine le travail, car sinon il s'en chargerait lui-même. Alors, ils l'ont jeté à l'isolement avec un seau pour toilette et une dalle de béton pour lit. Mais c'est une bataille qu'il a gagnée, car il n'a jamais porté l'uniforme et ils l'ont laissé cuisiner ses propres repas sur un petit réchaud. À ce moment-là, il s'accrochait encore à un brin d'espoir. Il pensait que le système judiciaire pourrait corriger son erreur. Il croyait encore qu'un jour il pourrait retrouver la liberté, enfiler les gants et remonter sur le ring. Mais comme sa liberté, cet espoir lui fut lui aussi arraché de la manière la plus douloureuse et la plus injuste qui soit. Carter a commencé à avoir des problèmes à un œil, probablement à cause de blessures subies sur le ring, ou peut-être en se battant avec d'autres détenus. Il a demandé à quitter la prison pour une opération, mais au lieu de l'envoyer chez un spécialiste, ils ont laissé le médecin de la prison pratiquer lui-même l'intervention. Ce fut un désastre. L'opération a mal tourné et Carter est resté aveugle d'un œil. En un instant, sa carrière était morte, exécutée par la négligence médicale et la cruauté institutionnelle. Même s'il gagnait un jour le combat pour sa liberté, il ne remonterait plus jamais sur le ring. C'est alors que Carter a trouvé une autre arme, les mots. En isolement, il a commencé à écrire son histoire sur du papier toilette, morceau par morceau. Ce manuscrit rédigé à la main a ensuite été sorti clandestinement et publié sous le titre The 6e Round. Et d'une manière ou d'une autre, un exemplaire de ce qu'il avait écrit est parvenu entre les mains de nul autre que Bob Dylan. Touché par le récit d'injustice de Carter, Dylan a été inspiré à écrire une chanson intitulée Hurricane, un hymne de protestation qui a enflammé l'opinion publique et propulsé l'affaire Carter sous les projecteurs nationaux. Une campagne réclamant un nouveau procès a vu le jour. Des célébrités comme Muhammad Ali et Joe Frazier se sont impliquées, et soudain, le monde entier avait les yeux rivés sur l'affaire. Au même moment, Fred Hogan, l'ancien partenaire d'entraînement de Carter devenu détective privé, a commencé à enquêter sur l'affaire, et ce qu'il a découvert a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Toute la condamnation reposait sur un ensemble de mensonges et de preuves manipulées. La pression montait. En 1974, Alfred Bello et Arthur Bradley sont tous deux revenus sur leurs déclarations, qui identifiaient Carter et Artis comme les tireurs. Un enregistrement audio a également été découvert, dans lequel on entendait Bello se voir proposer un traitement de faveur malgré ses activités criminelles, à condition qu'il fournisse des témoignages incriminant les deux hommes. L'indignation a été encore plus grande lorsqu'il a été révélé que cet enregistrement, ainsi que des résultats contradictoires au détecteur de mensonges, avaient été dissimulés lors du procès initial. Finalement, Dylan et une coalition de soutien influents ont organisé un concert au Madison Square Garden pour mobiliser l'opinion publique. L'élan a finalement forcé la tenue d'un nouveau procès et Carter ainsi qu'Artis devaient être libérés sous caution. Mais alors que tout semblait s'arranger, un nouveau rebondissement survint. Les fonds récoltés lors du concert disparurent mystérieusement, laissant Carter dans une impasse. N'ayant pas d'autre choix, il se tourna vers Muhammad Ali. Encore une fois, et le champion n'a pas hésité. Ali a avancé 125 000 $ pour la caution. Et pour la première fois depuis près de 10 ans, Reuben Carter et John Artis ont retrouvé la liberté, du moins pour l'instant. L'histoire était loin d'être terminée. Lorsque le nouveau procès a commencé, l'accusation est revenue à la charge avec force. Bello avait encore changé de version, affirmant désormais qu'il avait bien vu Carter et Artis cette nuit-là. Bradley, lui, refusa complètement de témoigner. Privé de ses témoins clés, l'accusation changea de stratégie. Ils inventèrent un nouveau mobile, une théorie de vengeance raciale suggérant que les meurtres du bar Lafayette étaient une riposte au meurtre d'un propriétaire de bar noir, Roy Holloway, tué plus tôt dans la soirée par un homme blanc.
Un des procureurs est même allé jusqu'à dire « c'est ce que font les Noirs ». Et tragiquement, mais sans surprise, le jury entièrement blanc y a cru. Une fois de plus, Carter et Artis furent reconnus coupables. Mais cette fois, Carter ne perdit pas seulement sa liberté une nouvelle fois. Il perdit aussi le soutien du public. Avant le nouveau procès, il fut accusé d'avoir agressé Caroline Kelly, une femme qu'Ali avait envoyée pour l'aider. Carter nia catégoriquement, mais la presse s'empara de l'affaire. Et en un instant, le mouvement s'est effondré. Les célébrités se sont détournées. Le public a perdu tout intérêt. Et Rubin Carter fut renvoyé pour croupir dans la même cellule dont il avait autrefois tant lutté pour s'échapper. Artis serait finalement libéré sur parole en 1981, mais pour Carter, la situation semblait plus sombre que jamais. Après un second verdict de culpabilité, l'homme autrefois connu sous le nom d'Hurricane n'était plus que l'ombre de lui-même. Une fois de retour à l'intérieur, il devint encore plus renfermé et reclus, refusant toute visite ou tout contact avec le monde extérieur. Pour la première fois de sa vie, Rubin Carter avait cessé de se battre. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. C'est alors qu'entre en scène Lesra Martin, un adolescent de 15 ans issu des bas-fonds de Brooklyn à qui l'on avait offert une seconde chance et qui vivait désormais dans une communauté en Ontario, au Canada. Un jour, Lesra entra dans une librairie d'occasion et aperçut un livre dont le visage semblait fixer son âme droit dans les yeux. The 6e Round, les mémoires de prison de Rubin Carter. Il savait à peine lire, mais il l'acheta quand même. Et avec l'aide d'autres personnes, il le lut de la première à la dernière page et fut ému au point d'écrire une lettre à Carter en prison. Et pour une raison inconnue, alors qu'il refusait habituellement toute correspondance, Carter décida de lire sa lettre. Et cette décision allait changer le cours de sa vie ainsi que celle des membres de la communauté canadienne. Et ce, pour de nombreuses années à venir. Les Canadiens, menés par une femme nommée Lisa Peters, firent de la liberté de Carter leur mission. Ils vendirent leur manoir en Ontario, investirent près d'1 million de dollars en frais juridiques et commencèrent à monter un nouveau dossier. Ce n'était pas un coup de publicité, c'était une guerre. Pendant 5 années acharnées, ils ont rassemblé des preuves, trouvé des incohérences et démoli la théorie de la vengeance raciale à laquelle l'accusation s'était accrochée. Finalement, en 1985, ils ont présenté une requête d'habeas corpus de 90 pages au juge H, Lee Sorokin. Sorokin n'a pas seulement examiné le dossier, il l'a démonté. Il a été consterné par ce qu'il a vu. Des mobiles fragiles, des témoins discrédités et des connotations raciales si évidentes qu'on aurait dit qu'elles étaient écrites en lettres capitales. Finalement, il a rendu son verdict, écrivant que l'accusation avait commis de graves violations constitutionnelles. Il a résumé avec ces mots mémorables. Cette affaire reposait sur un appel au racisme plutôt qu'à la raison et sur la dissimulation plutôt que sur la transparence. Par ces mots, le cauchemar de Rubin Hurricane Carter prenait enfin fin. Après près de 20 ans passés derrière les barreaux pour un crime qu'il a toujours juré ne pas avoir commis, Carter est sorti de prison pour la dernière fois. Bien sûr, l'accusation n'a pas voulu lâcher prise sans se battre, mais cette fois, la justice a tenu bon et Carter a pu reprendre sa vie en main, recoller les morceaux de ce qu'il restait de sa vie. Mais que fait-on quand la liberté arrive trop tard? Carter est revenu dans un monde qui avait continué sans lui. Sa femme, la mère de ses 2 enfants, avait divorcé de lui pendant qu'il était en prison. Alors, n'ayant nulle part où aller, il s'est tourné vers les personnes qui s'étaient battues si ardemment pour le sauver, la communauté canadienne qui avait pris sa cause à cœur. Au début, il se sentait attaché à eux, croyant leur devoir tout. Il a pris la nationalité canadienne et a même fini par épouser leur chef, Lisa Peters, vivant avec elle et les autres membres de la communauté, selon leurs règles, pendant près de 6 ans après sa libération. Mais peu à peu, étouffé par les règles de la vie en communauté, il en est vite venu à ressentir qu'il avait échappé à une prison pour se retrouver dans une autre, et finalement, après une dispute à propos de cigarettes, il a fait ses valises et est parti. Son histoire sera plus tard immortalisée dans le film Hurricane Carter avec Denzel Washington, et dans ces dernières années, Carter est devenu un défenseur acharné des personnes condamnées à tort.
En tant que directeur exécutif de l'Association pour la défense des personnes condamnées à tort, il a aidé à libérer d'autres personnes réduites au silence par le même système défaillant qu'il avait autrefois enterré, des gens comme Guy-Paul Morin qui a passé 11 ans derrière les barreaux pour un viol et un meurtre qu'il n'avait pas commis, Clarence Chance et Benjamin Powell. 2 hommes qui ont purgé 17 ans de prison pour le meurtre d'un shérif qu'ils n'avaient pas tué. En 2011, Carter a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Alors que sa santé déclinait, c'est John Artis, l'homme qui s'était autrefois tenu à ses côtés dans la salle d'audience et dans la cellule, qui est venu s'occuper de lui. Leur lien avait été forgé dans l'épreuve, et il est resté solide jusqu'à la toute fin. Carter est décédé en 2014. Mais même dans ces derniers jours, il n'a jamais cessé de porter le poids de ce qu'on lui avait fait subir. Près de 20 ans volés. Une carrière détruite. Une vie marquée par l'injustice. « Si je trouve un paradis après cette vie, écrivait-il un jour, je serai bien surpris. Vivre dans un monde où la vérité compte et où la justice, même tardive, finit par triompher, ce monde-là serait déjà un paradis pour nous tous. » Reuben Carter n'est peut-être jamais devenu un grand nom de la boxe, mais nous ne le saurons jamais, parce qu'on ne lui a jamais permis de découvrir jusqu'où il aurait pu aller. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il innocent? Ou pensez-vous qu'il a peut-être toujours été coupable? Et comment la carrière de l'ouragan se serait-elle déroulée? À quel point l'histoire de la boxe serait-elle différente aujourd'hui si Hurricane Carter avait eu la chance d'aller au bout de ce qu'il avait commencé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, laissez-nous un like et abonnez-vous pour nous aider à continuer à produire du contenu sur la boxe comme celui-ci à l'avenir.